Voilà, eh bien nous allons démarrer. D'abord, merci à tous d'être bien à l'heure. Comme vous savez, c'est quelque chose que nous et je apprécie. Et donc, bienvenue à l'Académie. Et j'ai vraiment un grand plaisir ce soir de vous présenter notre première spécialisation, en fait, en coaching parental, le CN3. Et un second trio de choc, puisque Eliane, Sylvie, que vous venez de voir rentrer, pour ceux qui ne la connaissaient pas, et moi, nous travaillons avec Anouchka pour le niveau 1 et 2. Et puis voilà le trio, avec beaucoup plus de grâce, puisque ce sont 3 femmes. 3 générations d'ailleurs, quasiment, on en fait 3 demi-générations, donc c'est encore dans les 30, et puis c'est magnifique, je trouve. Des personnes très complémentaires. Catherine, que j'ai le plaisir de connaître depuis plusieurs années, et nous avons eu le grand plaisir, il y a 6-7 ans, je crois, de co-animer un séminaire de développement personnel à 2 à la frontière hollandaise, c'était assez génial, qui est psychologue et qui est spécialisée en neurosciences. Diane, qui est aussi spécialisée en neurosciences. Formée par Catherine à l'Institut des neurosciences. Et elles sont toutes les deux enseignantes en neurosciences. Et donc, dans le programme, on a mis énormément des nouveaux apports des neurosciences qui vont servir à l'apport de la formation des coachs, spécialement pour la relation parent-enfant. Et puis notre jeune PCC qui va compléter le trio. Et donc, moi, je ne vais pas en dire plus parce que je n'apparais pas dans le programme. C'est un premier programme où je délègue, je prépare le futur. Voilà. Amusez-vous bien. Merci. Alors, combien parmi vous accompagnent ou souhaitent accompagner des parents dans leurs défis d'éducation? Combien parmi vous souhaitent acquérir des outils spécifiques pour ce faire? Merci. Anouchka? Donc on nous a déjà un petit peu présenté. On vous remercie en tout cas d'être venu à cette conférence qui sera vraiment axée sur le fait de pouvoir vous aider à relever des défis au niveau de la parentalité en tant que coach. On sait que la période est très chargée, donc on vous remercie de prendre une soirée pour ça et on se réjouit vraiment de partager ce moment avec vous. Juste au niveau timing, comme ça vous savez un petit peu au niveau de votre organisation, la conférence sera donnée par Catherine et Diane qui amènent vraiment le contenu. Et pendant la formation, en fait, ce sera ça aussi. Donc, qui amènent le contenu et qui vont pouvoir donc vous parler du thème pendant 1 heure. Il y aura des questions-réponses après, autant au niveau de la formation que de la conférence. Là, je reviendrai, j'apparaîtrai. Ensuite, il y aura un petit drink où vous êtes bienvenus et on pourra continuer à papoter ensemble. Merci. Merci à vous. Donc peut-être avant de nous plonger dans le vif du sujet, je vous propose de faire plus ample connaissance avec nous. Donc comme Pierre-Jean l'a dit, je suis coach parental et spécialisée en neurosciences appliquées. Je suis aussi la belle-mère d'un grand garçon de 20 ans et la maman de 3 plus petits de 13, 10 et 9. Donc j'ai expérimenté les outils qu'on va partager avec vous d'abord et avant tout sur ma propre famille, mais aussi avec des dizaines et des dizaines de parents que nous avons accompagnés au coaching parental. Et donc ces outils dont on va vous parler ce soir, et plus avant dans la spécialisation, ils ont été testés, éprouvés avec des parents qui ont eu énormément de bénéfices à les utiliser. Catherine? Voilà, donc moi, comme Pierre-Jean l'a dit, je suis psychologue. C'est pour ça que je suis accompagnée par 2 coachs. Et donc dans mon parcours, comme Diane, je suis mère et belle-mère de 4 enfants, 2 grands, 21 et 19, et puis 2 plus jeunes qui sont des jumeaux de 12 ans. Donc je pratique au quotidien tous les outils qu'on va vous transmettre dans cette formation avec les 4, parce que c'est diversifié comme problématique à gérer. Et alors depuis, j'ai commencé en fait à m'intéresser au coaching parental déjà en Afrique du Sud, parce que j'ai eu une première vie où j'ai vécu en Afrique du Sud, où j'enseignais au lycée français et j'étais confrontée à des parents, à des enseignants et à des enfants.
Et je me suis dit, c'est dingue, il y a en fait plein de choses à faire, parce qu'on ne se rend pas compte, on est toujours mieux placé pour aider une autre maman quand ce n'est pas notre enfant. Et je me dis, comment ça fait que ce métier n'existe pas, d'avoir ce recul, alors que les problématiques, on les connaît. Et puis de là a mûri l'idée de dire, ah bah tiens, si j'accompagnais les parents, parce que je faisais aussi du curatif, comme je suis psychologue, je fais de la thérapie. Donc là, on défait toutes les croyances qu'on a acquises pendant son enfance, et les traumas et tout ça. Donc ça, c'est de la thérapie. Mais la prévention, moi en tout cas, quand je suis rentrée en Belgique en 2003, il n'y en avait pas. Enfin, pas à ma connaissance en termes d'accompagnement des parents. Et donc voilà, j'ai lancé ça avec au début mon flipchart, méthode Power, et puis je me suis formée, j'ai cherché plein d'outils. Et donc ma grille de lecture préférentielle, c'est l'approche neurocognitive et comportementale, mais on va vous en parler. Et avec cette approche et plein d'autres formations que j'ai été chercher un peu partout, j'accompagne des parents et des groupes de parents. Mais des enseignants aussi. Et alors oui, j'allais dire, on a accompagné toutes les deux énormément d'enseignants avec ces outils, dans aussi bien les défis pour gérer les parents de leurs élèves que les élèves directement en classe. Donc c'est bien une formation au coaching parental, hein, pas une formation à la parentalité, mais c'est intéressant aussi de voir la réalité directe des parents sur le terrain. Alors, qui est confronté, donc soit en tant que parent vous-même, mais en tant que coach, avec des clients qui vous expriment des situations comme ça. Ok, bon, normalement, si vous êtes parent, ce serait bizarre que vous ne viviez pas de temps en temps une situation comme ça, et en tant que coach, eh bien, vos clients, les parents, ils vont venir avec des problèmes du quotidien et qui ne sont pas, on pourrait dire, c'est normal. Quand on a des enfants et des beaux-enfants, c'est normal de vivre du stress, des conflits, mais il y a quand même moyen de créer de l'harmonie et de l'entente et de la communication et de recycler tout ce qui ne se passe pas bien, tout ça, en opportunités pédagogiques. Donc, mais pour ça, c'est vraiment faire un transfert à vos clients pour que eux, parce que c'est eux qui vivent avec leurs enfants, c'est pas vous. Enfin, vous vivez avec vos enfants, pas avec les enfants de vos clients. Et donc ce qu'on voulait vous proposer, c'est de partir d'une situation concrète et de vous montrer comment les outils peuvent nous aider en tant que coach à accompagner les parents. Donc une maman qui viendrait vous voir en vous disant qu'elle est désemparée, désespérée parce qu'elle a 2 fils et qu'ils passent leur temps à se disputer, à se taper dessus, et qu'elle n'en peut plus, qu'elle a déjà tout essayé et que rien ne semble fonctionner. Ça vous parle? Okay. En tant que coach ou en tant que parent? Alors, donc là, ce qu'on a mis, c'est la grille de lecture de l'approche neurocognitive et comportementale, donc c'est les neurosciences appliquées. Et on a été chercher plein d'autres outils ailleurs, mais qu'on a fait quand même rentrer dans cette grille de lecture. Alors, par rapport à cette maman qui vient vous voir, donc votre cliente, qui n'en peut plus parce que ses garçons, ses fils se disputent, bien, d'abord, qu'est-ce qui se passe au niveau ici instinctif? Elle va ressentir du stress. Alors, le stress, comme vous le savez, il est contagieux. Donc, une maman stressée, ça donne pas une ambiance, ça génère pas une ambiance très très détendue et cool à la maison. Donc, l'enfant, il réceptionne le stress de sa maman ou de ses parents, mais surtout, il se dit que c'est comme ça qu'on fait quand on est contrarié. Hein, donc, quand maman est contrariée, elle crie. Donc, moi, quand je suis contrariée, je crie, je fais comme maman. Donc, c'est le mode contrarié. Ouais. Donc, la maman peut aussi être en mode je fuis face à la contrariété. Ouais. Et donc, chaque fois que mes fils se disputent, je quitte la pièce, je veux rien entendre, je ferme la porte, mais je me sens anxieuse à l'idée que clairement mes fils n'ont pas l'air de bien s'entendre. Et puis surtout, ce qui est vraiment important, et ça vous l'avez sans doute expérimenté, quand on est stressé, on va parler des autres. Quand quelqu'un de stressé discute avec vous, ça donne quoi? Voilà, c'est pas très agréable, on n'a pas spécialement envie de se dire « Oh tiens, j'ai l'impression que tu as quelque chose de vachement intéressant à me dire, explique-moi ». Non, parce qu'il est stressé, donc il n'est pas agréable à écouter. Et surtout,
vous, quand vous voulez discuter avec quelqu'un de stressé, ça sert à rien. Donc c'est autant... voilà. Pas très inspirant, en tout cas dans un rôle parental, quand on est stressé. Alors, on l'est tous, c'est normal, mais c'est pas les moments où nos enfants nous trouvent les plus inspirants et les plus beaux. C'est rare d'avoir un enfant qui regarde sa maman stressée et qui se dit « Waouh, c'est chouette maman ». Donc voilà, le stress, il y a le stress des parents, et puis les parents vont aussi peut-être venir avec une problématique. Donc moi j'en ai quelques-uns comme ça qui me disent « Moi ça va, en tant que maman, mais mon fils est super stressé par rapport à des situations ». Et donc là, dans le cas d'un conflit, ben, c'est sûr que si vos deux garçons, enfin si ces deux garçons ou vos deux garçons se disputent, c'est qu'il y a un stress chez eux aussi. Et parfois, la maman n'est pas stressée, mais on voit bien en tout cas qu'il y a du stress chez les enfants. Et donc c'est d'apprendre à vos clients comment gérer le stress des enfants. Et donc là, il y a vraiment, les neurosciences nous donnent plein d'éclairages sur... c'est un instinct. Donc un instinct, on ne discute pas avec un instinct. Hein, quand vous avez très très faim d'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui quand ils ont très très faim, c'est difficile de discuter avec eux parce qu'ils ont très très faim. Et donc avec un instinct, quand on est pris dans l'instinct, eh bien c'est global, donc tout l'organisme est envahi par ça et c'est vraiment difficile d'avoir un échange et d'apprendre quoi que ce soit et de transmettre quoi que ce soit. Et donc on a toute une série de trucs et astuces, entre guillemets, pour déminer les différents types de stress. Donc quand quelqu'un est anxieux, qu'est-ce qu'il faut lui dire, pas lui dire. Quand quelqu'un est en colère, qu'est-ce qu'il faut lui dire, pas lui dire. Si vous dites à quelqu'un qui est en colère, calme-toi, est-ce que ça marche en général? Pas bien. Mais je suis très calme, hein, donc il faut beaucoup mieux dire à quelqu'un qui est en colère, oui, tu as raison, c'est vraiment pas cool ce qui t'arrive, et alors la personne se sent entendue, commence à se détendre, et on peut avoir accès à la discussion de fond. Donc, dans je dirais la boîte à outils des neurosciences qu'on se propose de partager avec vous, vous aurez des outils pour gérer votre client qui est stressé. Donc là, c'est la mère qui est stressée parce que ses fils ne s'entendent pas, mais ça peut aussi être la mère qui est paniquée, comme on a eu il n'y a pas longtemps, à l'idée que ses enfants partent en classe verte et qu'elle va avoir 4 ou 5 nuits, ces enfants qui ne sont pas à la maison, qui pourraient se blesser à Spa, ou qui pourraient se disputer avec les petits camarades de la classe. C'est le stress du parent, ou bien les parents qui vous consultent parce que leur enfant est stressé. Par exemple, ne veut pas aller dormir chez des copains parce qu'il a trop peur de ne pas être à la maison, ou de dormir avec la lumière éteinte. Donc c'est vraiment, en tant que coach, de pouvoir gérer aussi bien le stress du parent que de transmettre aux parents des outils pour qu'ils puissent lui gérer le stress de ses enfants au quotidien. Alors à l'étage suivant, on a des instincts également, mais qui sont plus des instincts de groupe. Donc dans une fratrie, il se peut qu'il y ait des enfants qui aient tendance à prendre naturellement plus de place, à être plutôt à l'aise, à considérer qu'ils ont beaucoup de droits et pas beaucoup de devoirs. Hein. Donc quand vous allez faire les courses et que vous leur demandez de vider le coffre de la voiture, il y en a qui spontanément viennent et disent « Ah ben oui maman, je vais t'aider ». Et puis d'autres par contre qui disent « Pourquoi moi? C'est toujours moi qui fais tout ici ». Alors objectivement, c'est pas tellement le cas. Et quand vous leur dites d'aider malgré tout, ils prennent un sac, celui avec les paquets de chips bien légers, ils le mettent dans la cuisine, et puis ils disent « Oh, c'est moi qui ai tout fait, maintenant je suis quitte pour les 3 prochaines fois qu'on fait des courses ». Donc, plutôt des enfants qui considèrent qu'ils ont beaucoup de droits, qui prennent beaucoup de place, et qui peuvent, à l'occasion, se montrer manipulateurs. Hein, et donc, dans l'exemple qu'on prenait entre les 2 frères qui jouent, typiquement, c'est le cas où il y a un des 2 garçons qui joue avec sa voiture dans la cuisine, et puis l'autre frère s'ennuie, voit son frère de loin jouer avec la petite voiture, et se dit si je m'amusais en allant embêter mon frère. Il arrive près de son frère qui joue avec sa petite bagnole, et il lui pique sa bagnole. Le frère qui jouait avec la voiture se met à hurler, et c'est là que les parents débarquent. Qu'est-ce qu'ils font typiquement les parents quand les 2 enfants sont en train de se crier dessus? Vous allez arrêter tous les 2 maintenant.
Voilà. Alors, Ça suffit. alors soit ils punissent juste celui qui s'est fait voler sa voiture parce qu'il a mis un coup de poing à l'autre en disant on ne peut pas frapper, soit ils punissent les deux en disant arrêtez de vous disputer, chacun dans votre chambre. Alors si on mettait une caméra dans la chambre de chacun des deux enfants dans cet exemple, qu'est-ce qu'on verrait? Ben, on verrait celui qui s'est fait piquer sa voiture et puis punir, qui est dans sa chambre et qui se comporte comment à votre avis? Il est fâché, éventuellement il démonte l'étagère de sa chambre en disant c'est vraiment dégueulasse, on m'a piqué ma voiture et en plus je suis puni. Donc il est vraiment en colère. Et dans la chambre de son frère, qu'est-ce qu'on pourrait observer si on avait une petite caméra? Alors objectivement il n'a pas reçu la voiture non plus, mais quel est le gain? Il est content de quoi? Parce qu'il est venu déranger son frère et il s'en sort tranquille. Finalement, Pas plus que ça. il a obtenu déjà le plaisir d'embêter son frère, et puis il n'est pas plus puni, Et son frère est puni par contre. et son frère est puni. Donc il lui a piqué sa voiture, et en plus il a eu le pouvoir, entre guillemets, de le punir. Et peut-être aussi d'énerver sa maman. Oui. Donc 3 gains. Donc lui, il a tout gagné. Donc lui, dans la chambre, en général, il est assez cool, jusqu'à ce que les parents reviennent près de la porte pour les libérer, et là, oh, c'est vraiment pas juste. Hein, donc c'est l'idée dans le territoire grégaire qu'en fait, dans les conflits, il y a parfois du rapport de force, il y a parfois de la manipulation, et que donc dans les, je dirais, les théories d'éducation qui disent bah, laissez les enfants gérer eux-mêmes les conflits, c'est super entre les enfants, entre guillemets, qui sont de bonne foi, et avec la particularité qu'il faut quand même en tant que coach être vigilant à est-ce qu'il y a du rapport de force dans les conflits, parce que si oui, eh bien les sanctions devront être intelligemment pensées pour éviter de récompenser les enfants qui utilisent des techniques manipulatoires et qui obtiennent des gains subjectifs qui ne sont pas toujours apparents à première vue. On se dit, bah, il était aussi puni. Oui, objectivement, il n'avait pas la voiture et il était aussi puni. Mais le plaisir d'avoir pu déstabiliser son frère et de l'avoir fait punir est parfois un élément qui va renforcer le système plutôt que de le faire cesser. Et juste pour rebondir sur cet aspect grégaire, donc pour moi, c'est, je dirais, certainement 6, 7, même 8 parfois, raisons de consultation des parents. C'est parce qu'il y a un problème grégaire à la maison. Et donc ça génère énormément d'énergie, les parents sont démunis, ils ne comprennent pas parce qu'ils se sentent vraiment manipulés, ils se culpabilisent de punir, parce qu'évidemment ils sont doués pour culpabiliser. Donc en fait il y a vraiment beaucoup de souffrance dans les familles où il y a des rapports de force. Et donc c'est vraiment important de comprendre ce qui se passe pour, avec bienveillance, recadrer ça. Parce que si on ne le fait pas, après, et je dis souvent, c'est pas parce qu'on n'est pas dominant qu'on se fait avoir. Ben, on peut juste avoir une chouette vie, échanger. Et un enfant dominant, ben, il ne respecte pas l'autorité, il manipule, ses relations vont être plus difficiles. Donc c'est important pour lui d'apprendre aux parents à recadrer cette tendance qu'ont certains enfants, en tout cas l'instinct de dominance, à envahir le territoire. Et donc dans la boîte à outils, il y a toute la pédagogie de comment ça marche et toute la pédagogie de comment on gère. Et donc le coach va transmettre cette pédagogie aux parents pour l'outiller à recadrer les rapports de force au sein de sa fratrie. Alors ensuite, donc si je reviens à l'exemple des deux frères qui se disputent, si on passe à l'émotionnel, alors dans l'émotionnel, il y a plein de choses chez les parents. Il y a ces émotions, je suis en colère, donc ça on a vu, il est énervé, mais ça peut être aussi je suis triste que mes garçons ne s'entendent pas, ça veut dire qu'ils ne s'aiment pas, ça veut dire que j'ai raté mon objectif qui était de créer une fratrie harmonieuse, ben merde, non, ils n'arrêtent pas de se taper sur la figure. Donc ça peut générer plein de choses dans l'émotionnel, et dans l'émotionnel, donc il y a les émotions, et il y a tout ce qui est lié aux émotions, notamment toutes les croyances. Donc tous les conditionnements du parent. Donc peut-être qu'un parent, il est cool avec une ambiance rock'n'roll où tout le monde se tape dessus, mais il y en a qui sont pas cool. Et donc eux, ils souffrent parce que ça veut dire plein de choses pour eux.
Et donc, Donc une croyance typique dans ce cas-là, ça pourrait être si mes enfants se disputent, c'est qu'ils s'aiment pas. Ou si j'ai pas réussi à, entre guillemets, à installer l'harmonie dans ma famille, c'est que je suis une mauvaise mère ou un mauvais père. Et donc ces croyances-là vont évidemment générer des émotions négatives. ouais. Et donc là, c'est le monde des émotions. Et il y a aussi comment aider le parent à gérer son émotion, à déboulonner, on va dire, sa croyance qui ne lui fait pas du bien. Et aussi, donc, parce qu'on ne gère bien que dans le calme, donc quand on est sous l'emprise de ces émotions, on est moins inspirant et moins efficace. Et donc de voir comment calmer cette émotion pour pouvoir après gérer le conflit. Et j'ai quand même un objectif, c'est que la fratrie s'entende bien. Donc comment me donner les moyens d'atteindre cet objectif le plus efficacement possible. À l'étage émotionnel, c'est aussi là que vous allez trouver la motivation spontanée et le plaisir de faire les choses. Alors on a beaucoup parlé du déplaisir d'être confronté à ce qu'on n'aime pas, nos antivaleurs, des conflits, etc. Mais heureusement, dans l'émotionnel, il y a aussi toutes nos ressources en termes de plaisir, d'énergie, d'envie spontanée de faire certaines choses. Et donc là aussi, c'est très important dans le coaching parental d'être capable d'arroser davantage les fleurs que les mauvaises herbes dans le jardin familial. Donc plutôt que de toujours être obligé de recadrer, de gronder, de sanctionner les comportements négatifs dans la famille, d'investir là où toute la famille est dans le plaisir. Donc si la famille adore aller au cinéma ensemble, ou si la famille adore jouer à des jeux de société, ou si la famille adore jouer au foot tous ensemble, eh bien c'est aussi d'être attentif dans la balance de l'organisation d'une semaine, qu'on investisse collectivement du temps dans les endroits qui rapportent du plaisir, qui rapportent de l'énergie, qui rapportent des émotions positives. Et donc dans le cas d'un conflit entre deux frères, c'est aussi de veiller à ce que ces deux frères aient des moments dans lesquels ils sont susceptibles d'avoir des interactions positives pour justement créer le plaisir. Et tout ça, les neurosciences nous aident à identifier à travers des modèles de motivation, nous aident à identifier où chacun des membres de la famille va trouver du plaisir. Et donc où le parent va se retrouver dans le plaisir avec son enfant, où les frères et sœurs sont susceptibles de se retrouver dans le plaisir. Et c'est aussi un modèle qui nous permet de développer énormément de bienveillance et de tolérance vis-à-vis de l'altérité dans une famille. Si moi, en tant que parent, je me ressource dans le fait d'aller boire un verre avec mes amis, de faire des sports collectifs, etc., et que mon enfant, il aime qu'une chose, c'est lire des revues scientifiques tout seul dans sa chambre, mon élan spontané en tant que parent, ça peut être de se dire « Mon Dieu, il va rater sa vie, c'est un autiste, et il passe jamais du temps avec personne ». Il y a autant de façons de réussir sa vie qu'il y a de modèles de motivation primaire. Et donc ça aide aussi beaucoup les parents à comprendre qu'un enfant ne se ressource pas toujours au même endroit que lui, qu'un enfant peut réussir sa vie en ayant une toute autre vision du monde, en ayant tout à fait d'autres valeurs. Et moi, j'ai eu énormément en coaching parental de parents qui tout d'un coup se sont apaisés dans des relations très difficiles avec leurs enfants, parce que tout d'un coup, ils se sont dit « Je ne me rendais pas compte qu'ils pouvaient en fait réussir sa vie tout à fait autrement que j'ai réussi la mienne. » Et donc ça, c'est vraiment dans la boîte à outils des coachs, des outils qui peuvent très rapidement apaiser des tensions, des difficultés relationnelles entre un parent et un enfant qui ne fonctionnent pas de la même manière, ou entre deux frères et sœurs qui sont à l'Australie l'un de l'autre en termes de plaisir ou de fonctionnement spontané. Et donc dans ce territoire-là, il y a aussi donc tous nos plaisirs, mais donc toutes nos qualités intrinsèques, tous nos talents, tout ce qu'on fait bien depuis toujours. Et donc là aussi, c'est vraiment d'éduquer le parent à valoriser, donc comme disait Diane, donc c'est arroser plutôt les fleurs, les mauvaises herbes, donc c'est valoriser ce que l'enfant fait spontanément bien. Et tout le monde a des talents.
Sauf que parfois, c'est pas des talents, ce ne sont pas des talents scolaires, ou c'est pas les mêmes que les miens, donc ça m'énerve, ou je me dis, pour réussir sa vie, il faut pouvoir être sociable, et il l'est pas. Donc c'est important de dire, voilà, toi tu es peut-être pas sociable, mais tu as un super talent d'organisateur, ou de faire des synthèses, ou de dépasser tes limites. Et donc là, il y a aussi d'orienter son regard sur le positif, ce que le cerveau n'est pas spontanément fait pour. Donc, notre cerveau, il est fait pour retenir ce qui ne va pas. Pour nous comparer toujours à la baisse. Eux, ils ont, et moi, j'ai pas, et j'ai pas bien fait ça, et ça s'est pas bien passé. Donc, faites le point en fin de journée, pour passer votre journée en revue. Normalement, vos neurones accrochent ce qui ne s'est pas bien passé. Pour des raisons de survie, il suffit de rencontrer une fois un lion dans la nature pour être mort, et donc ça a intérêt à vous marquer de manière assez intense. Et donc là, c'est vraiment de développer justement, grâce à tout ce qu'on sait maintenant sur la plasticité neuronale, de dire, je vais éduquer mes neurones, en tant que, alors pas en tant que coach, mais je vais éduquer les neurones de mes clients en tant que parents, pour que eux éduquent les neurones de la génération suivante à mettre en évidence aussi tout ce qui se passe bien dans leur vie et tout ce qui s'est bien passé, donc se valoriser, apprendre à développer leur confiance en eux, pas, donc ça on verra, il y a la confiance en soi à différents niveaux, mais là au niveau émotionnel c'est vraiment, je trouve que je suis quelqu'un de chouette. Et il y a Bruno Humbeek, peut-être que certains le connaissent, qui travaille beaucoup avec les ados, et qui dit il y a une question à poser à un ado pour tester sa confiance en lui, c'est de lui dire, tu rentres dans la classe, tu as ton clone qui est assis, est-ce que tu as envie d'aller t'asseoir à côté de lui et d'être son pote? Et s'il vous dit oui, c'est qu'il se trouve chouette, parce que si on a envie d'aller s'asseoir à côté de quelqu'un, c'est qu'on le trouve chouette. S'il vous dit non, il y a un travail de confiance en soi à faire. Et donc là, on vous donnera toute une boîte à outils pour travailler cet aspect-là de la confiance en soi. Et plein d'outils pour justement pour cultiver le positif. Alors vous connaissez sans doute les 3 kiffs de Florence Servan-Schreiber, qui a installé comme pratique dans sa famille qu'à table, tous les jours, on pose la question, quels sont tes 3 kiffs du jour? Quelles sont les 3 choses que tu as appréciées dans ta journée? Et donc vraiment d'éduquer les enfants à focaliser davantage sur le positif. Si vous leur demandez comment s'est passée ta journée, je ne sais pas les vôtres, mais en tout cas les miens, si je leur demande comment s'est passée ta journée, ils me disent le repas chaud était dégueulasse, je me suis disputée avec mon copain. Donc moi je ne demande plus jamais, je demande plutôt qu'est-ce qui était chouette dans ta journée. Ça j'oriente directement la question. Et alors aussi dans l'émotionnel, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a donc les parents qui sont démunis parce qu'ils regardent leur enfant en disant mais d'où il sort, qu'est-ce qu'il a dans la tête, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas comme je voudrais qu'il fasse. Donc il y a déjà cet aspect-là. Et là, j'aime bien cette métaphore, c'est que quand on plante un saule pleureur, on n'a rien d'autre qu'un saule pleureur. Et donc notre rôle de parent, et donc c'est ça qui est intéressant à transférer, c'est de dire votre enfant, il ne sera jamais autre chose que ce qu'il est. Donc il y a une autre image qui est, on ne fait pas aboyer un chat. Vous pouvez essayer, mais c'est quand même difficile. Donc c'est important que le parent, et ça c'est par rapport à ce que Diane disait, c'est vraiment mettre de la tolérance, dire ok, je comprends comment il fonctionne, donc je vais lui parler plus dans le sens de qui il est, et pas vouloir qu'il soit quelqu'un d'autre. Et il y a aussi le parent. Moi j'ai des parents qui me disent, je ne suis pas une bonne mère parce que je ne joue pas avec mes enfants. Et une bonne mère, ça doit jouer avec ses enfants, et puis ça doit faire des gâteaux, et ça doit faire les devoirs. Non, chaque parent est différent, a son style, et c'est important d'être le parent épanoui pour montrer à la génération suivante, voilà, il y a moyen de s'éclater en éduquant, en travaillant, en cuisinant, et donc d'ailleurs vous, quand vous faites votre métier, normalement, ça vous éclate. Et c'est ça qui inspire aussi vos clients, c'est qu'ils voient dans vos yeux que vous êtes passionné, que vous faites des liens, que vous êtes à fond dans la relation. Et donc, les parents, c'est la même chose. L'enfant, il voit quoi? Soit il voit un parent au bout de sa vie qui n'en peut plus, qui râle de devoir faire à manger, les courses, ranger, voilà, une mère qui me dit, ça lui donne super envie d'avoir des enfants. J'ai dû faire un château, construire un château fort avec mon petit garçon. Qu'est-ce que ça m'a emmerdé. C'est mieux de ne pas le faire parce que, à mon avis, l'enfant il a senti
oh là là, maman, elle n'a pas l'air à fond dedans, hein. Elle souffle beaucoup et elle s'endormait, mais je m'endormais en faisant mon château fort. Donc c'est important aussi, et ça j'ai ressenti, moi je me souviens, et je me dis, ben oui, il faut se mettre à quatre pattes et jouer avec ses enfants. Ben non, moi j'aime pas me mettre à quatre pattes et jouer avec mes enfants. Moi je fais bien autre chose. Donc ça, tout ça c'est dans l'émotionnel. Donc il y a pas mal de choses qui vont se passer là, parce que c'est quand même le territoire qui nous gouverne, hein, nos valeurs, nos motivations, nos croyances. Oui, parce que la plupart d'entre nous, on n'est pas dans le rapport de force toute la journée, ni heureusement stressé toute la journée, même si ça nous arrive plusieurs fois par jour. Donc c'est quand même notre pilote par défaut. Un petit exercice pour... Ouais. Et donc le quatrième territoire, ça c'est le territoire que vous allez stimuler chez vos clients, parents, et c'est le territoire qui permet de prendre du recul, d'être créatif, d'être inspirant, d'être clair dans les messages qu'ils veulent faire passer. Et donc là, on vous propose un petit exercice. Donc, pour ça, on a besoin d'une personne qui, comme notre maman qui n'aime pas que les garçons de sa famille se disputent, est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous est intolérant aux disputes de ses enfants? C'est vraiment pas chouette quand les enfants se tapent dessus ou gueulent comme des malades dans la voiture. Personne, vous êtes tous super zen. Ok, venez avec nous. Donc, l'exercice consiste à stimuler notre capacité à prendre du recul par rapport à des choses qui nous embêtent. Okay? Donc, je vais disposer des personnages sur le sol et je vais t'accompagner à rentrer dans le personnage et à me dire, quand tu es dans ce personnage, ce que tu penses de ta situation. Ok? Alors, je te propose de te mettre d'abord dans la situation des conflits entre tes enfants. Spontanément, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens? De la tristesse. Et je comprends. Il y a une dimension qui m'échappe complètement parce que je suis fille unique. D'accord. Donc la fratrie, je ne sais pas ce que c'est. Donc de la tristesse, et qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, il pourrait passer un bon moment. C'est dommage. Est-ce que tu trouves que c'est grave? Non. Qu'est-ce qui génère la tristesse? Sur le moment, c'est pas grave dans l'absolu. Non, mais sur le moment. Sur le quand t'es collé dedans. Oui, c'est pas agréable. Ni pour moi, ni pour eux. Parce que je vois bien sur leur visage qu'ils sont pas bien. Voilà, c'est dommage, ils pourraient vivre quelque chose de chouette et au lieu de ça... C'est peut-être surtout pour eux que je trouve ça dommage, plus que pour moi. Ok. Alors, l'idée ici, c'est de rentrer dans la peau de différentes personnes. Donc, ce que je te propose, peut-être, c'est de commencer par Mary Poppins. Et donc, tu es Mary Poppins, hein, donc cette incroyable gouvernante, toujours joyeuse, toujours optimiste, avec son parapluie volant et sa valise magique. Et tu rentres dans sa peau et tu te demandes qu'est-ce que je penserais, moi, de la bagarre dans cette famille. Je pense que Mary Poppins, ça dirait que c'est pas grave, ça met de l'ambiance et voilà, c'est très bien. Okay. Voilà, tout est pour le meilleur des mondes de toute façon, donc je pense qu'avec elle, rien n'est grave. Ok, alors je t'invite à te mettre debout sur la marâtre de Cendrillon. Donc la marâtre de Cendrillon, tu es cette personne malveillante, qui n'aime pas les enfants, qui n'aime pas les enfants dans l'absolu, et en tout cas, certainement pas les miens, en tout cas pas Cendrillon ni les enfants des autres. Qu'est-ce que tu penses de ta situation? Ils se disputent, chouette, ils vont être super mal. Ils vont être super mal, ils vont être malheureux et je suis contente qu'ils soient malheureux. Ok. Alors, tu peux te mettre debout sur moi à 102 ans. Donc, tu t'imagines que tu es dans ton lit, tu as 102 ans, hein, tu viens d'enfiler ton linge parce que la continence est présente.
as eu une super vie, la fin est proche, Oui. repense à cette situation, qu'est-ce que tu dis? Il n'y en avait pas tant que ça. On avait la jeunesse, la vie devant nous, et voilà, on s'attachait à des choses pas importantes. Ok. Alors maintenant, tu peux te mettre debout sur un célibataire sans enfant. Donc, des disputes, je ne connais pas, truc chinois, hein, cool, libre. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Quelle chance j'ai de ne pas avoir d'enfant. Ok, maintenant je t'invite à te mettre debout sur le dernier personnage, qui est toi, qui écoute ton intelligence adaptative. Qu'est-ce que tu as envie de te dire par rapport à ta situation? Par rapport à ce que j'ai dit plus Ouais, tôt, que donc je c'est vais la faire, partie de toi qui est capable justement de prendre ces différents points de vue. Qu'est-ce que tu penses de la situation? Bah, hormis évidemment le célibataire, ça c'est complètement différent. Je ne regrette pas d'avoir eu des enfants même dans ces cas-là. Donc peut-être que lui, il regrette de ne pas en avoir. Peut-être lui. On ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. Mais finalement, j'aurais peut-être mieux fait de faire comme Mary Poppins et de dire voilà, je les laisse se débrouiller et voilà. Ok. Et donc par rapport à ta situation, est-ce que ton niveau de tristesse est le même, moins élevé Je pense que oui, moi j'avais en tout cas de réaliser que le moment de tristesse est beaucoup plus ponctuel. Que voilà, bah oui, c'est comme ça. Merci. Merci. Donc tu ne te dis pas encore, ah, j'ai trop de chance d'avoir des enfants qui se disputent. Non, pas encore. Mais ça pourrait venir. Donc ça c'est un des outils donc de la boîte à outils pour stimuler l'intelligence d'adaptation. C'est un exercice qu'on appelle la multiplication des points de vue. Et donc c'est l'idée que quand on est dans une situation qui nous chagrine, on est sûr que notre point de vue sur la situation est le seul point de vue possible sur cette situation. On pense que n'importe qui aurait des enfants qui se disputent se sentirait triste et trouverait que c'est dommage d'avoir des enfants qui ne sont pas dans l'harmonie, etc. Et donc ici, l'idée, c'est vraiment de permettre à la personne de prendre un peu de recul et de se rendre compte que, en regardant la situation de différents points de vue, on peut penser des choses différentes. Et même si les choses sont négatives, comme la marade de Cendrillon, c'est pas important, c'est juste l'idée que penser plusieurs choses, ça génère de l'apaisement. Parce que comme tu le disais, ça relativise le moment, le facteur qui nous stresse ou la gravité de la situation par rapport au reste de la vie familiale. Donc là, il y a tout un panel d'outils que peut-être certains ont déjà, en tout cas Anouchka, elle a déjà expérimenté, tous les outils, dans un autre contexte. Mais donc, il y a plein d'exercices de ce type-là que vous pouvez faire avec vos clients parents, mais que eux peuvent également réutiliser et transférer à leurs enfants. Ça, par exemple, c'est un exercice que les enfants adorent. Un enfant qui est stressé à l'idée de, je sais pas moi, de rater son contrôle de maths du lendemain, on apprend aux parents à disposer les personnages, et l'enfant peut inventer des personnages. Gaston Lagaffe, Toto, Dark Vador, qu'est-ce qu'il penserait, peu importe. Et permettre à l'enfant de se décoller de sa pensée automatique. Donc la raison pour laquelle on a mis ces gouvernances cérébrales en 2 colonnes, c'est que ça, ce sont tous nos pilotes automatiques. Tout ce qui se met en route sans qu'on ne demande rien. Et puis, la gouvernance adaptative, elle sollicite un autre mode. Le mode adaptatif versus le mode automatique. Et donc, elle se déclenche parfois toute seule, et en général, alors, c'est cool, on gère bien, on prend du recul. Et parfois, elle ne se déclenche pas, et on a besoin de la stimuler par des exercices, par des postures comportementales différentes. Et donc, ce qui est important, c'est que par défaut, on est dans l'automatique. Et vous avez le luxe, en tant que coach, dans votre posture de coach, de ne pas être dans l'automatique.
Donc vous avez le recul, l'ouverture d'esprit, la créativité, vous avez plein d'idées pour les problématiques qui ne sont pas les vôtres. Parce que, normalement, et ça vous apprenez à mon avis niveau 1, niveau 2, niveau 3, la posture du coach, elle est dans l'intelligence adaptative. Écran blanc, elle n'a pas d'a priori, elle est ouverte, engagée, attentive, enfin donc vraiment curieuse. Elle regarde les choses justement de plusieurs points de vue. Elle met de la nuance, elle prend du recul, enfin donc tout ça c'est intrinsèque à la posture de coach, mais c'est pas intrinsèque à la posture de parent. Un parent, en tout cas moi j'ai dû apprendre à mettre mes a priori en poche sur mes enfants et sur l'éducation en général, sur toutes les croyances qu'il y a autour de c'est quoi être une bonne maman, c'est quoi avoir un chouette enfant. Il y a aussi pas toujours de la nuance en tant que parent, c'est tout de suite on dramatise, c'est grave, il n'y a pas de recul. Mon fils va doubler. Oui, on est fort sensible à l'image sociale aussi. Alors que quand on est coach, on a tout ça, on a ce recul. Et donc c'est vraiment important de pouvoir éduquer les parents et transmettre tout ça à des parents pour que eux puissent ensuite retransférer dans leur famille. Et quand on est détaché, c'est beaucoup plus harmonieux parce que c'est moins impulsif, c'est moins chaud, c'est moins émotionnel. Et c'est ça qui crée beaucoup de stress en fait dans les familles. Hein. C'est l'impulsif, l'émotionnel, le chaud, le stress. Et les valeurs restent présentes. Ouais. Donc les valeurs de l'émotionnel qui sont importantes pour le parent, on ne sait pas, je m'en fous de tout, bien sûr. Si j'ai envie de transmettre la bienveillance à mes enfants, je vais tout faire pour faire comprendre à mes enfants que la bienveillance, c'est plus agréable et plus chouette que le manque de bienveillance. Mais si je réagis au quart de tour au manque de bienveillance, crac, boum, punition, est-ce que je suis cohérent par rapport à ma valeur de la bienveillance? Pas toujours. Hein, moi, je me suis retrouvée plusieurs fois dans mon ancienne vie de parent, avant d'avoir tous ces outils, dans la voiture avec mes enfants, en train de dire « Maman, vous arrêtez de crier !» Bon, en termes de cohérence, là, en disant « Dingue, maman !» En tout cas, elle crie. En tant que parent, moi, j'observe que, ça m'arrive évidemment, bien sûr, mais ça m'arrive très souvent avec mes coachés de me dire « C'est incroyable comme c'est incohérent ce qu'ils me disent. » Ils me disent qu'ils ont envie d'avoir des chouettes moments avec leurs enfants, et puis chaque fois qu'ils sont avec leurs enfants, ils leur tombent dessus, ils les punissent, ils arrosent les mauvaises herbes, etc. Et donc je pense que c'est vraiment important d'aider le parent à réfléchir à comment il va se donner les moyens de transmettre ses valeurs. Et souvent les parents pensent, si je suis attachée au respect, il faut que je sois intransigeant sur le manque de respect. Ok, ça paraît logique en théorie, sauf que si je réagis à chaud, de manière impulsive et brutale, à chaque fois que quelqu'un est non respectueux dans la famille, qu'est-ce que je donne comme exemple aux enfants finalement? J'ai souvent moi-même des comportements qui ne sont pas hyper respectueux. Et donc plus je suis réactif à quelque chose qui me dérange, plus en tant que parent je me tire dans le pied en termes d'exemplarité souvent. D'où l'importance d'être capable de prendre du recul pour faire réfléchir l'enfant et avoir la discussion sur écoute, quand tu te comportes comme ça de manière non respectueuse, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, est-ce que tu trouves ça chouette, est-ce que tu aurais envie d'être ton ami, qu'est-ce que tu ferais à ma place si tu étais la maman, etc. Mais pour pouvoir avoir cette discussion calme et sereine, il faut être capable de prendre du recul par rapport au chaud à l'émotionnel. Non, j'aurais pas un enfant qui dit des gros mots, ou un enfant qui mord. Hein, donc moi je donne des formations en gestion de l'agressivité dans les écoles, aux parents et tout ça, et puis un jour à un anniversaire, mon enfant se jette sur un autre et le mord à 100. L'image sociale, ça craint. Je te rappelle que tu donnes des formations sur la gestion de l'agressivité. Donc c'est vraiment de pouvoir aussi prendre du recul par rapport à toutes les fois où nos valeurs sont bafouées en famille, rester calme et gérer avec intelligence. Pas mordre. Donc,
conclure, la parentalité, c'est pas un métier facile. Les parents d'aujourd'hui, d'après ce que disent les études, on va dire, transgénérationnelles, n'ont jamais été aussi sous pression, aussi stressés, aussi exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Hein, il faut qu'ils soient capables d'avoir formé des enfants qui réussissent à l'école, qui font 3 sports, dont un sport collectif, qui parlent 3 langues, qui méditent, qui jouent aux échecs, qui font de la musique. Les enfants ont des agendas de ministres. Hein, donc les parents d'aujourd'hui se mettent une pression de dingue. Et donc, plus que jamais, ils consultent tout qui peut les aider, parce que le métier de parent, personne ne leur a appris. Et donc ils sont souvent démunis face aux difficultés, aux défis éducationnels auxquels ils sont confrontés. C'est là que vous intervenez, évidemment. Ils viennent vous voir. Après, c'est vous, parfois, qui êtes un peu démunis par rapport aux problématiques parentales en vous disant est-ce que je me sens outillé? Et donc, ce que nous, on vous propose, c'est un parcours de 11 jours de formation qui a pour but vraiment de vous outiller de manière professionnelle avec toute une série d'outils, de méthodes pour justement adresser spécifiquement les problématiques parentales. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce parcours? Donc ça, c'est l'agenda, hein, donc c'est un parcours certifiant. Kat, tu veux nous expliquer les objectifs du programme? Non, merci. Donc, les objectifs du programme. Donc, au cours du parcours, hein, donc c'est 11 jours, c'est plus ou moins de janvier à avril. Alors, il y aura tout un module sur le stress, donc gérer le stress de vos clients, parents, et leur permettre aussi de gérer le stress de leurs enfants. Donc, il y a aussi un transfert de compétences. Cultiver le plaisir, la bienveillance, la tolérance, de remettre du plaisir dans leur parentalité, mais aussi de valoriser les élans spontanés, tout en enrichissant ces élans spontanés par des apprentissages. Hein. Donc, moi, mon fils, quand il était petit, je pense qu'à 6 mois, quand je le déposais quelque part et que je cherchais quelque chose dans mon sac, il avait disparu. Et donc, il adore bouger, explorer, expérimenter. Donc, j'ai dû souvent aller aux urgences avec lui parce que voilà, c'était un aventurier. Donc, il m'a vidé une bouteille de parfum. Enfin, il a fait beaucoup de bêtises. Et dès qu'il a commencé à dire « Ah, plus tard, j'ai envie d'être pilote de chasse parce que j'ai envie d'aller à fond dans des avions de chasse », je lui dis « D'accord, mais pour ça, il va falloir apprendre à ne pas bouger sur ta chaise. Parce qu'un cockpit d'un avion de chasse, c'est tout petit. » Et là, il avait un seuil de tolérance, mais toujours, il a 21 ans, de 6-7 minutes avec les 2 fesses sur la chaise. On n'avait pas plus. Mais donc, c'est aussi des apprentissages, mais sans dévaloriser. Et moi, avant, je disais, mais arrête de bouger, reste tranquille. Alors qu'en fait, c'est son talent, c'est le mouvement, et la créativité, il a de l'humour, il est agile. Parce que c'est vrai que depuis 6 mois, il s'agit, enfin, il bouge. Avec sa sœur à 18 mois, elle ne marchait toujours pas. Donc, c'est vrai que c'est des tempéraments différents. Et c'est important de mettre de la tolérance, de la bienveillance et de valoriser qui ils sont. Alors, ensuite, il y a tout un aspect dans ce qu'on a vu, le rapport de force. De décoder tout ce qui se joue au niveau grégaire et rapport de force. Parce que vraiment, c'est pour moi un des sujets problématiques numéro 1 pour les parents. Parce que quand il y a du rapport de force, c'est vraiment compliqué. Et vous allez voir, on a vraiment tous des outils diagnostiques pour aider le parent d'abord pour faire un bon diagnostic, puis après pour aider le parent à cadrer. Et moi, c'est vraiment impressionnant quand j'ai des parents qui disent on a peur, parce que les parents qui viennent me voir, ils ont une petite fille de 3 ans. 3 ans, hein. Ah, alors ils me montrent, elle est toute mignonne, blonde, avec des petites boucles, elle pèse, à mon avis, je sais pas, 8 kilos, 3 ans, elle est vraiment toute menue. C'est un tyran. Donc ils me disent, on a peur d'aller la chercher à l'école, on a peur de la contrarier parce qu'elle n'aime que les potages rouges, on n'ose pas faire des potages verts. Alors je dis, bon, alors ça va pas du tout ça, on va recadrer. Et en fait, donc ils ont appliqué, ils ont compris
Parce qu'en fait, elle n'est pas méchante, cette petite. Elle veut juste régner sur le territoire. Mais sur le territoire familial, à l'école aussi, parce qu'ils ont déjà été convoqués, je ne sais pas combien de fois, parce que c'est attirant évidemment dans la cour de récré. Et ils ont appliqué, donc je dis pas, on se revoit dans une semaine, donc voilà ce qui se passe, voilà le décodage. Et donc, votre rôle, c'est de montrer que c'est vous le capitaine. C'est pas elle qui décide ce qu'elle mange, quand elle mange, où elle mange. Et, parce qu'elle donnait des coups aussi. Hein, donc elle faisait des crises, donc il dit on n'ose pas, on n'a pas osé la prendre avec nous parce qu'on n'aurait pas pu parler si elle était là. Eh bien, une semaine après, ils disent on a appliqué les consignes et elle nous a regardé un peu bizarrement, ça a pris, parce qu'elle était petite, hein, donc ça a pris 24 heures, 48 heures, mais oh, c'est incroyable. Nous, avec ma femme, on se regarde et on se dit c'est bizarre, ça marche. Et on a même des fous rires, parce qu'ils doivent jouer au début, ils doivent apprendre à jouer un rôle. Donc ça, c'est vraiment super important. Enfin, pour moi, ça a été un éclairage précieux, parce que sur les 4 enfants, il y en a un aussi qui a tendance à envahir le territoire. Mais sans cet éclairage, je pense qu'il ne serait pas en train de faire des études, il n'aurait jamais appris à faire des efforts, à se soumettre à une règle. Enfin, donc c'était précieux pour lui et pour nous. Il y en a parmi vous qui connaissent Super Nanny? Oui. Hein, dans ces émissions, les parents sont terrorisés par leurs enfants, ils n'osent même plus aller au centre commercial parce qu'ils ont peur que l'enfant fasse une crise et se donne en spectacle. Et souvent, il y a du rapport de force là derrière. Et alors le dernier, c'est tout ce qui concerne la confiance en soi, l'autonomie, donc plein d'outils pour aider le parent, lui déjà, à se dire ben non, je suis une chouette maman, j'ai mon style d'être maman et je trouve que j'aimerais bien être un de mes enfants. Donc c'est vraiment d'essayer de renforcer cette confiance en eux et puis après, à travers toutes les étapes de l'autonomie, de voir ben tiens, comment amener à l'étape après, comment respecter le rythme et pour évidemment l'autonomie. Donc les parents qui ont... Est-ce qu'il y a des parents qui ont des enfants genre fin de l'adolescence? Oui. En fait, ce qui est vraiment rassurant, ce que j'ai observé, c'est que ce qui est rassurant pour un parent, c'est de sentir que son enfant devient autonome, pas indépendant, autonome, c'est-à-dire qu'il peut aller chercher les ressources. Et ça, c'est rassurant. Indépendant, c'est je fais tout seul, j'ai besoin de personne, c'est inquiétant, parce que moi, je ne sais rien faire toute seule. Enfin, j'ai besoin des autres, j'ai besoin des gens qui vont pêcher, chasser, de réparer. Et donc c'est vraiment intéressant cette autonomie, toutes ces étapes d'autonomie et comment développer cette autonomie. Parce qu'on a tendance à protéger, beaucoup de parents surprotègent leurs enfants. Donc voilà, donc ça c'est tout un... Et alors évidemment en transversal, il y a des situations complexes qui seront envisagées comme comment bien en amont, parce qu'on n'est pas dans la thérapie, mais bien en amont, prévenir un parent qui s'épuise et qui risque en bout de course d'arriver à ce nouveau phénomène qu'on découvre, hein, qu'on appelle le burn-out parental. Ça c'est souvent quand, justement, à tous les étages de la grille de lecture du cerveau, il se passe quelque chose. En particulier, il y a une faillite énergétique. Hein, le parent dépense beaucoup plus d'énergie dans du « il faut »,« je dois », des choses qui lui coûtent. Et il y a une faillite de plaisir. Hein, c'est comme disait Catherine, des parents qui pensent qu'il faut être un certain type de parent et donc qui ne s'autorisent plus à faire des choses qui les énergisent, qui leur donnent du plaisir. Aussi, toutes les problématiques liées aux familles recomposées, hein, donc, qui peuvent encore complexifier la donne. Et donc Catherine et moi, on vit dans des familles recomposées, on a accompagné plein de parents de familles recomposées, donc on a une large expérience et plein d'exemples de ce qui marche et de ce qui marche moins bien. Alors, concrètement, au terme du parcours, vous allez repartir avec une boîte à outils, avec donc, des outils issus des dernières recherches en neurosciences, puisque Catherine et moi sommes reliés à un centre de recherche hein, qui nous nourrit en continu sur les derniers développements, et également les dernières recherches en psychologie. Hein, donc notamment, on a eu des échanges avec Pierre-Jean sur des modèles qui sont très intéressants pour enrichir la boîte à outils. La méthodologie, donc une boîte à outils, et la méthodologie pour vous en servir, c'est-à-dire comment identifier quel outil utiliser dans quel cas.
comment expliquer l'outil à mon client? Comment aider mon client à réexpliquer l'outil à l'enfant éventuellement, hein, quand c'est la gestion du stress de l'enfant, ou quand c'est justement mettre en place des choses comme recadrer les rapports de force, comment expliquer à l'enfant que c'est pas une punition, que c'est de l'éducation, quelles sont les choses qui sont importantes. Et évidemment, tous ces outils, toute cette méthodologie est transférable à d'autres contextes. Si un de vos clients sait gérer son manque de plaisir dans la parentalité, bah, il peut très bien gérer son manque de plaisir dans son boulot. Si il a un conflit de valeurs avec son conjoint ou avec un de ses enfants, il peut très bien réutiliser la même philosophie dans un conflit de valeurs avec un associé ou avec un collègue. Donc, cette boîte à outils, nous, on l'a spécifiquement développée pour les problématiques parentales, mais elle est évidemment transférable à plein d'autres contextes. Alors, comme l'a dit Pierre-Jean tout à l'heure, Catherine a coécrit un livre qui s'appelle Parents Zen, qui s'adresse donc à des parents, pas à des coachs, mais qui est évidemment une mine d'exercices et d'outils dans lesquels les coachs peuvent aller piocher pour faire des exercices à leurs clients. Et Catherine et moi avons également développé un parcours vidéo qui présente en une vingtaine de capsules vidéo le contenu, l'équivalent du contenu d'une journée de formation à la parentalité. Et donc les deux, donc c'est la même idée, c'est d'offrir aux parents toute une série d'outils pour gérer leur stress, pour prendre du recul, pour être plus créatif et souple dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Et puisque vous avez fait l'effort de venir ce soir, nous nous sommes dit que si vous vous inscriviez à la formation avant le 1er décembre, on vous offrirait le livre de Catherine dédicacé et le parcours Parents Zen, qui est bien entendu destiné à vos clients, mais dont vous pouvez vous inspirer largement. Et donc, on arrive au moment des questions-réponses. Merci pour votre attention. Et donc, je vais demander à Anouchka de venir nous rejoindre pour répondre à vos questions, soit sur des outils d'accompagnement de la parentalité, donc plutôt, soit sur des questions plus spécifiques si la formation vous intéresse. Donc, les deux types de questions sont les bienvenus. Oui. Faut-il être certifié coach pour pouvoir suivre cette formation? À qui s'adresse la formation? Alors normalement la formation s'adresse, donc c'est bien une formation de coaching parental, donc normalement la formation certifiante est ouverte aux coachs. Nous avons aussi ouvert la formation à d'autres types d'accompagnement, donc si vous êtes psychologue, avocate, enseignant, cette formation est aussi ouverte. La différence, c'est que si vous n'êtes pas coach certifié ou si vous n'avez pas suivi le niveau 1 et 2 chez nous, vous aurez un certificat de participation à la formation, vous aurez les mêmes outils que tout le monde, mais vous n'aurez pas de diplôme de coaching parce que comme on est une école certifiante en coaching, si on donne un diplôme de coach, c'est vraiment pour les coachs. Et si vous avez un profil que je n'ai pas cité, c'est vraiment alors sur dossier d'acceptation. Mais normalement, donc on va dire coach et professionnel de l'accompagnement. Il y a déjà une personne qui est inscrite qui est médiatrice familiale. Oui, on a des personnes qui voilà. Je m'excuse, mon cas est un peu spécial, c'est que j'ai suivi une formation de coach, oui. Mais je n'ai pas fait la certification. Eh bien, si vous voulez, on prend un petit moment à la pause pour voir exactement ce qui est possible, mais de toute façon, j'ai envie de dire, le cycle est possible à suivre. Pour la certification, on prend peut-être une minute à part pour que je puisse vous répondre. Oui. C'est quand la prochaine... Ah oui, alors on avait mis les dates. Ça commence en janvier. Et le prochain cycle, je veux dire... On n'a pas encore fixé, mais... On va parler de diplôme, alors on va attendre la prochaine fois, je veux dire. Non, alors donc c'est septembre. Là, je peux te répondre parce que comme je sais que tu es en formation chez nous, donc tu pourrais suivre cela. L'examen est de toute façon par la suite. Donc tu pourrais suivre toute la formation et une fois que tu as fini ton niveau 2, passer l'examen et alors à ce moment-là tu reçois ton diplôme. Donc ça, c'est pas du tout un souci.
Oui. Moi, je ne suis pas coach parental, je suis logopède et je suis praticienne en réflexe archaïque, l'intégration de réflexe archaïque. Waouh. Donc j'interviens sur la partie instinctive, donc je suis passionnée par ce que vous avez raconté. Et en fait, c'est très intéressant pour me situer par rapport à mon identité professionnelle de venir ici, parce qu'en fait, je me rends compte que très vite, je suis face à des parents débordés, mais c'est pas mon rôle. Et donc, je suis contente de voir vers qui je peux rediriger les personnes. Voilà. Et est-ce que vous travaillez avec des gens qui ont la casquette réflexe archaïque? Vous travaillez tout le côté instinctif, justement? Oui, non, pas régulièrement, en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Et c'est vrai que souvent, on fait des collaborations, c'est-à-dire qu'il y a des « Ah ben tiens, là, il y a vraiment un stress, je vous conseille de déjà vous apaiser. » Et puis après, il y a toute une cascade positive. Et en général, les gens commencent par chez vous, puis Non, c'est vraiment, ça arrive dans tous les sens en fait. Parfois, c'est des coachs scolaires qui commencent la prise en charge parce que l'enfant est en décrochage complet, etc. Et puis alors, les parents se disent, bah, ouais, nous on est débordés, donc on va avoir un coach parental. Parfois, moi ça m'est déjà arrivé que ce soit un ostéopathe qui m'envoie des parents dont l'enfant a des douleurs chroniques. Ça va dans les deux sens. Ça va dans tous les sens. Et nous, on renvoie aussi vers toutes sortes de professionnels de différents, corporels certainement, parce que ça, c'est vraiment du travail que je ne fais pas du tout. Donc, je travaille très souvent avec psychomotriciens, les logopèdes. Réflexe archaïque, je ne connais pas, donc je suis ravie de discuter à la pause. Oui. Là, je vois Pierre-Jean et je sais qu'il aime beaucoup la systémique. Est-ce qu'il y a une vision systémique de la famille au-delà de la mère, de l'enfant? Est-ce qu'on va voir le système dans son ensemble et ses interactions aussi? C'est une bonne question. C'est pas notre spécialité. Non, mais on en parlera. Parce que, bien sûr, si le parent change, ça aura un impact sur tout le système familial. Et c'est aussi de faire comprendre à l'enfant. Donc moi, j'ai déjà beaucoup accompagné des parents qui avaient, par exemple, un enfant qui avait des problèmes relationnels. Et c'est de dire, ton comportement a un impact sur tes relations. Et le parent, il est en général mal placé pour, alors je mets entre guillemets, coacher son enfant en disant, il faut que tu te comportes autrement, parce que, d'ailleurs, c'est pas du coaching, il le guide. Et puis, mais c'est aussi intéressant que le parent comprenne que c'est un système et qu'il puisse transférer ça à ses enfants sans se positionner comme tu fais pas bien et moi je sais. Et à travers aussi un autre aspect systémique qu'on travaille, c'est justement cet aspect de la récompense cachée. C'est-à-dire que souvent on se dit, les parents disent, je comprends pas pourquoi ce comportement persiste, pourtant je lui dis que je trouve pas ça chouette, je sanctionne, etc. Et donc l'observation justement des récompenses cachées, aussi l'observation de j'investis avec mon enfant, est-ce que j'investis au bon endroit par rapport à ce qui lui rapporte, entre guillemets. Donc il y a des aspects systémiques, même si ce n'est pas une formation spécifiquement sur la systémique. Et un des points qui est vu de façon systémique, c'est les rapports de force. Parce que les rapports de force, c'est typiquement systémique. Là, on ne va pas donner un cours de systémique, mais c'est analysé de façon systémique. Oui, on invite le parent à évaluer comment, entre guillemets, le troupeau animal familial se positionne. Et donc, évidemment, ça concerne chacun des membres de la famille. Encore une question. Il y avait une... Ouais. Est-ce que c'est aussi une petite explication sur les niveaux 1 et 2 Je propose de faire ça. Si tu veux, tu peux venir me trouver ou à Louchka pour prendre un verre après, parce que c'est vraiment autre chose et je ne crois pas que ça intéresserait tout le monde, parce qu'il y a 2/3 des gens qui sont ici qui ont fini le niveau 2. Donc quand on a fini ceci, viens trouver et je prendrai mon temps. C'est qui a demandé? C'était ta question? Oui. Mais en 2 mots, quoi. Non, il y a 2/3 des gens qui l'ont suivi, puisque donc, dès qu'on a fini ceci, on peut prendre... on a bientôt fini, hein, on répond aux questions. termine. Ouais. Et vous avez une question, non? Oui, et vous faites allusion aux 10. À tous les parents de 10. Alors, Fonctionne différemment. plutôt, alors on est... Bon,
de nouveau, moi j'ai 3 enfants dyslexiques sur 4, donc c'est une problématique que j'ai expérimentée de manière, je dirais, personnelle. La partie qu'on va aborder, c'est comment aider le parent à vivre avec le fait d'avoir des enfants qui ont des difficultés. Mais on ne va pas donner des trucs spécifiques pour accompagner l'enfant 10. Parce que c'est, oui, effectivement, c'est plus de... C'est plus technique. Là, on va surtout travailler l'état d'esprit du parent. Qui a un problème avec la dyscalculie ou dyslexie ou un autre trouble de ça. Ou éventuellement la confiance en soi du jeune qui tout à fait vit ça. Donc on ne va pas régler les problèmes qui sont autres, mais par contre on peut aussi aider l'enfant à s'accepter par rapport à ça, à peut-être faire des demandes, à s'exprimer clairement, à accepter peut-être d'avoir quelqu'un en classe qui l'aide pour pouvoir faire ses interros, ces choses comme ça. Donc ça oui, puisque ça fait partie de la gestion émotionnelle. Je pense plutôt aux parents, armer les parents par rapport à ça. Oui, il y a armer les parents et il y a aussi armer les enfants qui doivent vivre aussi ces situations d'être un petit peu différents de la norme. Oui, et qui sont frustrés. Hein. Si je pense à mes enfants, alors ça dépend lesquels, parce que ça dépend un peu de leur personnalité, mais c'est une frustration énorme de voir que tu mets 3 fois plus de temps que quelqu'un d'autre à faire un exercice, que tu comprends une consigne sur 2, Donc oui, je veux dire, c'est un défi pour le parent d'accepter cette situation, parce qu'on préfère tous que nos enfants roulent comme du papier à musique, mais aussi comment aider l'enfant à pas s'auto-dévaloriser par comparaison au reste d'une classe qui avance. Mais ça peut être avoir un enfant triste, mais ça peut aussi avoir un enfant qui est mal coordonné, qui est nul en sport et dont tout le monde se moque à la récré parce qu'il ne sait pas jouer au foot. Donc, je veux dire, c'est une problématique comme d'autres au niveau parental. Ouais. Dans le coaching parental, est-ce que cela implique systématiquement qu'à un certain moment, l'enfant ou les enfants rentrent dans la boucle avec le coach, ou en général, c'est le parent? En général, c'est le parent. En général, je dirais 80% ou même plus des consultations, c'est juste le parent, et le parent entre guillemets, fait des transformations d'attitude et de comportement qui, après, ont évidemment une transformation systémique sur la famille. Mais c'est tout à fait possible, si les parents sont ouverts à ça, aussi de faire des triangulations avec les enfants avec qui ils ont des difficultés. Ne fût-ce que pour entendre des choses qu'ils ont l'impression de dire, mais que l'enfant n'entend pas. Et donc, juste pour avoir une tierce personne neutre. Parce que je démarre juste, et les 2 premiers parents qui sont venus, c'est pour m'envoyer l'enfant. Ah oui. Que j'ai refusé. Là, je peux peut-être répondre. Mais alors là, c'est vrai que c'est plus l'aspect du coaching scolaire qui, au niveau systémique, comme tu disais, c'est la complémentarité. Moi, c'est vrai que je suis formée au coaching scolaire et c'est souvent la limite que je vois. Et c'est la limite de tout. Quand on se forme à quelque chose, on devient un bon dans ça. Malheureusement, il y a d'autres domaines. Et c'est pour ça que je trouve ça très complémentaire, le coaching parental et le coaching scolaire. Parce que quand j'accompagne des jeunes, je vois qu'il y a un moment... Pas toujours, heureusement, mais parfois ça coince parce qu'on voit que les parents n'appliquent pas ou qu'eux ne bougent pas. Et alors là, justement, cette dimension parentale est intéressante et à l'inverse aussi. Donc je dirais ça, c'est vraiment autre chose. Par contre, je suis sûre qu'avec tous ces outils qui sont là ou d'autres outils, d'autres formations, il y a moyen d'accompagner des jeunes, mais c'est vraiment à part. D'autres questions? Oui. Dans l'aspect recomposition parentale, recomposition famille plutôt, il y a peut-être des lapsus là. Est-ce que vous pourriez décrire en quelques mots peut-être comment vous approchez ça? Par exemple, je pense à la légitimité des rôles de chacun notamment. Est-ce que vous l'abordez? Voilà, quel est le cadre? Mais donc tu peux retraduire le problème à tous les étages. Ça peut générer du stress, et du stress qui est très différent évidemment. Ce qu'on observe, c'est que le recul et l'émotionnel est très différent par rapport à nos enfants et par rapport aux enfants du conjoint. Et après, il y a toutes les règles que chacun va instaurer. C'est-à-dire qu'il y a des parents dans la recomposition, toutes les règles existent. Il y a des parents
recomposés qui considèrent qu'ils se mettent d'accord sur l'éducation de tous les enfants communs, enfin de tous les enfants de chacun, mais qui sont éduqués de manière commune. Il y en a d'autres qui disent « mes enfants, mes règles », etc. Tout est possible. Par contre, ce qui est essentiel pour le coach parental, c'est d'inviter le parent à réfléchir à tout ça et à réfléchir au fait d'être extrêmement clair et transparent sur la manière dont ça fonctionne. Un enfant peut tout à fait accepter qu'il vit dans une fratrie dans laquelle les règles sont différentes pour les uns et pour les autres, mais il faut que ce soit transparent, il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit appliqué de manière conforme à la règle à chaque fois. Et assumé par le parent. Et que les deux coparents, on va dire, parents, beaux-parents, vivent, entre guillemets, heureux avec cet état de fait. S'il y en a un qui dit non, t'as rien à dire à mes enfants, mais que l'autre, en fait, il vit super mal avec ça, ben, ça, c'est typiquement un problème qu'on voit très souvent en coaching parental. Et donc là, il y a tout un questionnement du coaché parent à réinstaurer. Si c'est celui qui vient vous voir, c'est le beau-parent qui est frustré, ben c'est l'aider à exprimer ses besoins, à exprimer les règles, à aller chercher un cadre, etc. Si c'est celui qui impose, entre guillemets, à l'autre des règles qui ne lui conviennent pas, ben, le questionnement est le même, mais de l'autre côté de la barrière. Et donc là, vraiment, c'est de nouveau, c'est l'idée que comme on prend tous notre plaisir à des endroits différents, ben, tous les modèles de recomposition familiale sont possibles dans l'harmonie, mais pour qu'ils soient possibles dans l'harmonie, ben, il y a des règles du jeu qui doivent être respectées. Oui. J'ai une autre question qui vient me traverser l'esprit. Quelle serait la différence entre le coaching parental et la thérapie familiale finalement? Déjà, il y a la différence principale entre coaching et thérapie. Oui. Je pense que sauf s'il y a quelqu'un qui ne voit pas la différence, alors... Mais sinon, je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus. Donc, rappelle peut-être. Déjà, la différence avec la thérapie, c'est qu'on va creuser dans le passé et qu'on va soigner éventuellement des choses. Alors qu'en coaching, on est vraiment là pour un objectif à partir du présent, pour le présent et le futur. Donc déjà, il y a ça. Dans la thérapie, il peut y avoir tout ce qui est maladie ou soins, ce qui n'est pas du tout abordé, on n'est pas formé à ça, c'est pas notre métier. Catherine peut aussi peut-être donner... Il y a aussi un aspect, je trouve, qui fait vraiment pour la différence, c'est qu'en thérapie, on est beaucoup plus directif qu'en coaching. En coaching, on n'est pas directif. Enfin, c'est vous les coachs. Oui. Mais... Oui, t'as raison. Et aussi, c'est qu'en thérapie familiale, on prend le système familial et on travaille avec la famille, alors qu'ici, en coaching parental, l'objectif premier, c'est aider les parents à être pas de meilleurs parents, mais à mieux gérer les difficultés de la relation parentale. C'est pour ça qu'on l'appelle coaching parental. Et donc, je dirais, être de meilleurs parents, entre guillemets, hein, notre objectif en coaching parental, c'est vraiment remettre du plaisir et de la sérénité dans la famille. Et donc c'est pour ça qu'on avait insisté sur ces deux mots-clés sur la conférence de ce soir. C'est la sérénité, on va la trouver surtout ici et dans toute la boîte à outils qui se développe sur cette gouvernance. Et le plaisir, on va le trouver ici. C'est vraiment remettre la personne dans son plaisir spontané. Et donc, comme on disait, sortir des jugements sur bouger, c'est n'importe quoi, ou le plaisir, ou une mère qui cuisine pas, c'est une mauvaise mère, ou un père qui n'est pas autoritaire, c'est un mauvais père. Tous les modèles sont possibles. Il faut juste que le parent soit bien avec le modèle qu'il a, lui, installé dans sa famille. Dans ce cas, à quel moment dans un coaching parental vous direz tiens, ça relèverait plutôt de la thérapie familiale, il y a un point de bascule? Oui, quand il y a de la souffrance chez plusieurs membres de la famille, quand vous voyez que votre client, qui est le parent, il traîne des grosses casseroles qui l'empêchent de bénéficier du coaching. Parce que c'est trop lourd, parce qu'il a des idées suicidaires, parce que donc là, c'est à renvoyer... Parfois aussi... Dans la pratique, c'est quand j'ai l'impression que le coaching n'avance pas. La personne a l'air de comprendre les enjeux, finit la séance en disant « oui, je me sens motivée pour mettre en place ce que j'ai découvert pendant cette séance », et puis la fois suivante, il revient et on est nulle part. Et puis la fois suivante, il revient et on est nulle part.
souvent alors c'est vraiment le questionnement plus profond de se dire il y a l'air d'avoir un frein presque en dehors du domaine de l'accessible pour la personne, et donc là ça peut vraiment être intéressant de renvoyer peut-être chez vous. Ok, on peut continuer. Il y a un petit drink qui est Oui, un petit drink. Bon, oui, donc je vous propose qu'on aille boire et continuer à papoter. Bon, merci.